Voici donc le premier Swiss Bliss de l'année 2026. On se demandait si cette année allait être l'année de la sagesse, des fondamentaux et des analyses de bilan sérieuses. Bon, vous pouvez déjà laisser tomber. On a commencé l'année avec du Trump dans tous les sens, exactement comme en 2025, mais cette fois, c'est du Trump sous stéroïdes. Si vous pensiez que le réveillon allait remettre les neurones du marché en place, eh bien, vous vous trompiez lourdement. On a repris les mêmes thématiques, les mêmes psychoses, et on a juste un peu changé le calendrier de 2025 à 2026. La seule chose qui a pris plus d'importance en ce début d'année, c'est l'omniprésence de Donald Trump. Pas que l'an dernier, il a été discret, hein. Mais une chose est certaine, c'est que si en 2026, il est aussi incontournable qu'il ne l'a été cette première semaine de l'année, l'année va être super longue. Alors, on attaque pour ce premier Swiss Bliss de l'année. Nous sommes le 10 janvier 2026. Je suis Thomas Veillet et on part direct dans un endroit qui sent bon le Far West, mais version Amérique latine et puis de pétrole. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc le sujet qui a électrisé tout le monde dès l'ouverture, dès ce début d'année, c'est Donald Trump qui a décidé que les États-Unis n'étaient pas assez grands. Il a mis son chapeau de cow-boy, envoyé la Delta Force et paf, prise de pouvoir au Venezuela. On a un président qui gère désormais 2 pays à la fois. La question que l'on se pose actuellement, c'est de savoir où est-ce qu'il va s'arrêter et qui sera le prochain sur la liste. Parce que il faut quand même se rendre compte que si personne ne dit rien à propos du Venezuela, je veux dire, personne ne dit rien dans la communauté internationale, Trump n'a vraiment aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. On sait que sans le pétrole vénézuélien, Cuba va tomber, que maintenant Trump veut racheter le Groenland et que l'Iran est victime d'une bonne révolution sociale qui ne demande qu'un petit coup de pouce pour faire tomber définitivement les mollahs enturbanés. Là tout de suite, on se croirait plus dans un scénario mondial qui pourrait servir de scénario au nouveau James Bond, même si j'ai toujours pas compris comment ils allaient faire un nouveau James Bond, sachant que 007 est mort dans le dernier épisode. Mais bon, là n'est pas le sujet. Revenons donc à notre polar vénézuélien. Dans le narratif, Maduro a fini en prison à New York et pendant que les chaînes d'infos détaillaient la marque de son survêt ou la couleur de ses claquettes, Wall Street faisait ses calculs. Le marché, dans sa grande élégance morale, a conclu que le Venezuela n'était plus une menace pour l'offre, mais le plus grand chantier de reconstruction de la décennie et ceux qui vont payer, aka les majors pétrolières, n'ont pas l'air super motivés pour sortir le carnet de chèques. On a compris que les gagnants du chaos devraient être les noms comme Schlumberger, Halliburton, qui sont les plombiers du pétrole parce qu'ils vont devoir réparer des infrastructures en ruine sans risquer $1 et qu'au contraire, ils seront payés pour ça. Il devrait aussi y avoir les raffineurs comme Valero et Marathon qui jubilent parce que le brut vénézuélien est une mélasse immonde que seules leurs usines savent vraiment transformer en or liquide et peut-être Chevron qui eux sont restés au Venezuela après Chavez. Pendant ce temps, Trump promettait de faire couler le pétrole comme il se doit pour faire baisser le gallon de 30%. Il veut même vendre lui-même 50 millions de barils pour rendre l'argent au peuple. Le Congrès s'étouffe avec son café en rappelant à la Constitution, mais Trump s'en fout complètement. Il est en mode « l'État, c'est moi ». Il faut dire qu'aujourd'hui, une semaine après le coup d'État du père Trump, les réactions du marché sont déjà oubliées et la seule question qu'on se pose, c'est de savoir comment est-ce que les vrais professionnels du pétrole vont réagir à la chose. Et justement, hier, Trump a convoqué tout le monde à la Maison-Blanche. Hier, les patrons d'ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips et tutti quanti étaient réunis autour d'une table qui pesait à elle seule des milliards de dollars. L'enjeu de cette réunion, c'était pas seulement le prix du baril, mais tout simplement le destin d'une nation. Le Venezuela. Après des années de chaos sous le régime de Maduro, Washington a décidé de ne plus attendre. Le message de la Maison-Blanche a été d'une clarté brutale. Le pétrole vénézuélien est désormais sous tutelle américaine. Donald Trump, fidèle à son style transactionnel, n'a pas utilisé le langage de la diplomatie, mais celui des affaires. Oubliez Caracas, vous traitez avec nous. C'est ce qu'il a lancé en tout cas en exigeant 100 milliards de dollars d'investissement immédiat pour reconstruire un réseau de pipelines en ruine et des raffineries obsolètes. L'ambiance est donc devenue pesante lorsque les PDG ont rappelé les fantômes du passé. Le CEO de ConocoPhillips a évoqué les 12 milliards de dollars évaporés lors des nationalisations précédentes. Darren Wood d'ExxonMobil a parlé d'un pays impossible à investir, mais l'administration a balayé ses doutes d'un revers de la main en offrant une garantie inédite, la protection totale de l'armée américaine sur les puits et la création d'un cadre juridique géré directement par le Trésor américain. Pour ces géants du pétrole, l'opportunité est aussi immense que le risque est terrifiant. D'un côté, l'accès aux plus grandes réserves de brut du monde et de l'autre,
la crainte de devenir les instruments d'une politique étrangère qui pourrait changer au prochain cycle électoral. Est-ce que ça vaut la peine de suivre Trump alors que dans 10 mois, il pourrait se faire éclater aux midterms, surtout que son show de l'autre jour au Trump Kennedy Center a laissé planer un doute certain sur l'avenir. Mais pour l'instant, Washington ne cherche pas seulement à faire baisser les prix de l'essence à la pompe pour l'électeur américain, elle redessine aussi la carte géopolitique mondiale en plaçant l'Amérique latine sous une espèce d'immense bannière économique étoilée. On peut critiquer cette méthode comme étant une forme de néocolonialisme énergétique, mais on ne peut pas ignorer son efficacité chirurgicale. En court-circuitant les bureaucraties locales pour imposer une gestion à l'américaine des ressources vénézuéliennes, Donald Trump prend un pari colossal. Si les pétroliers cèdent et investissent, on pourrait assister à un basculement du pouvoir mondial. L'OPEP perdra son dernier levier d'influence et l'Amérique scellera son hégémonie pour les 50 prochaines années. C'est une stratégie du tout ou rien. Soit cette réunion sera vue comme un coup de génie qui a stabilisé l'économie mondiale en inondant le marché d'un pétrole bon marché, soit elle restera comme un point de départ d'un bourbier industriel et politique sans précédent. Une chose est certaine, le 9 janvier 2026, la Maison-Blanche a cessé de demander la permission au monde pour dicter les règles du jeu énergétique. Après, du côté des marchés, le secteur aura quand même été dans tous les sens durant la semaine. Forte hausse lundi, forte baisse mardi, baisse encore mercredi, puis rebond massif jeudi pour terminer la semaine globalement au niveau de lundi. En résumé, du point de vue de l'investisseur, le secteur pétrolier, c'est en haut, en bas, tu sais pas où tu vas, et c'est pas mieux sur le pétrole lui-même puisque la géopolitique mondiale est un merdier sans nom et que la Chine semble repartir en mode inflationniste, donc consommatrice de pétrole. En conclusion, le secteur pétrolier est de retour dans le game, peut-être pas encore aussi populaire que l'IA, mais faudra compter sur lui en 2026. En tout cas, le temps que l'avenir du Venezuela s'éclaircisse, tout comme les envies de conquête du président Trump. Autre sujet de la semaine, peut-être le seul sujet de la semaine où Trump n'était pas impliqué, il y avait le CES de Las Vegas, c'est l'intervention de Jensen Huang qui a sorti de son chapeau la plateforme Vera Rubin, et c'est le nouveau moteur de fusée de l'IA qui devrait être disponible plus tôt que prévu, et qui nous donnera peut-être l'occasion de reparler de l'obsolescence programmée de certains de ses composants qui seront has-been dans 18 mois, alors qu'on les amortit dans les bilans sur 6 ans. Mais pour l'instant, on n'en parle pas, il faut pas fâcher l'investisseur 2026 et laisser les records tomber. D'ailleurs, le vrai truc qui a fait exploser le S&P et le SOX à des niveaux historiques, c'est la mémoire. Wang a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une pénurie de puces mémoire pour l'IA. Résultat, SanDisk a pris 27% en une seule séance. Micron, Samsung, SK, Hynix, tout le monde s'est jeté dessus comme si c'était de l'or en barre, discounté à moins 30%. En Asie, les records sont tombés les uns après les autres. À ce stade, si tu vends pas de puces en 2026, tu ne sers à rien. Et puis, on a aussi eu droit, bien sûr, à la samba sur le secteur de la défense. Mercredi, Trump a tapé sur les boîtes de défense parce qu'elles sont trop longues à livrer. Il veut interdire les dividendes et plafonner les salaires des PDG à 5 millions. Le secteur plongeait de 5%. Mais jeudi, Trump annonce un budget militaire de 1500 milliards de dollars contre 900 en 2026. Hop, le KID et tout le secteur reprenaient 4,5%. Ça va dans tous les sens et à chaque fois sous la pression positive ou négative made in Trump. Certains commencent à se demander où est-ce que Trump veut vraiment aller avec ses délires de grandeur militaire, mais tout va tellement vite en ce moment qu'on aborde le sujet le jeudi, mais le vendredi, on est déjà passé à autre chose. C'est pareil pour l'énergie. Un jour, on a peur des coûts au Venezuela, le lendemain, on achète Chevron parce qu'il demande une licence d'exploitation. On s'adapte à la vitesse de la lumière, ou plutôt à la vitesse d'un post sur Truth Social. Côté économie réelle, c'est pas brillant, hein. Tout le monde s'en fout, de toute façon, c'est pas grave. L'ISM est moche depuis 10 mois, les créations d'emplois ADP étaient faiblardes. Mercredi, on a annoncé 41 000 créations d'emplois, en dessous des attentes. Les JOLTS étaient au plus bas depuis bien longtemps. Et puis, le dernier truc important de la semaine est donc tombé hier, les fameux non-farm payrolls. Alors, si vous attendiez à un signe de vitalité de l'économie américaine pour clore 2025, pour clore l'exercice 2025, eh bien, c'est raté. Voici donc ce qu'il faut retenir de ce rapport du Bureau of Labor Statistics, mes amis chers, qui nous donne une vision du marché qui est aussi floue que d'habitude. Seulement 50 000 emplois ont été créés en décembre. On est loin, mais très loin des 73 000 espérés par les experts, et c'est même moins que le mois de novembre, qui a déjà été révisé à la baisse à 56 000, et loin, très loin, de la moyenne historique des 100 000. Le taux de chômage est pourtant tombé à 4,4% contre 4,5% attendu et 4,6% le mois précédent. Alors comment est-ce que ça se fait? Mystère.
Enfin, pas vraiment mystère parce que la population active est en train de diminuer. En gros, si plus personne ne cherche de boulot, eh bien on finit par avoir le plein emploi, ce qui est plutôt mathématique. On peut donc officiellement dire que 2025 aura été une récession de l'embauche, avec une moyenne de 49 000 créations d'emplois par mois contre 168 000 par mois en 2024. C'est la pire année pour l'emploi, hors récession officielle, depuis 2003. Si on regarde dans le détail des secteurs, c'est assez révélateur de l'état mental du pays. Les bars et les restaurants mènent la danse avec une création de 27 000 postes. Visiblement, les Américains préfèrent oublier leurs soucis en les noyant dans la bouffe et l'alcool. Le commerce de détail perd 25 000 emplois. On boit, mais on achète de moins en moins dans les magasins. Et la santé continue de recruter plus 21 000 postes. Entre la population vieillissante et le stress du monde merveilleux de la finance, ça peut s'expliquer. Pourtant, et malgré cette économie dégueulasse, les marchés finissent quand même la semaine au plus haut de tous les temps, et ça, c'est quand même magique. Oui, parce que vous connaissez la musique, si l'emploi traîne la patte, si l'économie ralentit, eh ben la Fed, elle va être obligée de tailler dans les taux plus vite que prévu. On doit aussi mentionner que ce rapport des NFP est le premier vrai rapport depuis 3 mois, après un shutdown qui avait tout bloqué. On termine donc l'année sur une note molle pour l'humain, mais excitante pour le pognon. Les marchés parient sur des baisses de taux, pendant que le citoyen moyen se demande s'il ne devrait pas tout simplement ouvrir un bar pour s'assurer un avenir. La semaine a donc été volatile, instable, stressante par moments et même un peu angoissante des fois. Mais à la fin, comme d'habitude, c'est les bulls qui gagnent. Le Dow Jones termine au plus haut de tous les temps, le S&P termine au plus haut de tous les temps, le SOX également, mais aussi le DAX, le CAC, le SMI, le Nikkei et le Kospi sud-coréen. Si tout ne va pas très bien du côté de Main Street, du côté de Wall Street, c'est la fête au village. Et pire encore, les Magnificent Seven traînaient la patte la semaine dernière. Imaginez si en plus Nvidia et Google commencent à monter pour de vrai. Alors là, on ne s'arrêtera plus jamais. Après, il faut encore noter qu'il y a un sujet qui devient obsédant, c'est les commentaires de Trump. Et il n'y a pas une journée qui passe sans que le président fasse des annonces tonitruantes sur tous les sujets possibles et imaginables. Je ne vais pas vous faire la longue liste de tout ce qu'il a annoncé cette semaine, mais il n'a pas arrêté ce week-end. Dernière annonce en date, plafonner les taux débiteurs sur les cartes de crédit. On notera quand même que ces déclarations ont tout un impact sur les marchés, même si on n'a pas la moindre idée de comment il compte mettre en place les choses qu'il dit, et qu'une fois sur deux, la nouvelle est oubliée le lendemain. En 2025, on a été obsédé par l'IA. En 2026, on pourrait bien être obsédé par les postes de Donald Trump. Du côté des chiffres en Europe, on retiendra que l'inflation se pète la figure et que tout le monde saute de joie en oubliant que c'est pas qu'on paye moins cher, mais surtout qu'on paye plus cher, mais moins vite. En Suisse, l'inflation est remontée à 0,1% en décembre contre 0% le mois précédent. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation sont restés stables après une baisse de 0,2% précédemment. La stabilité de l'indice par rapport au mois précédent résulte de tendances contrastées et qui se sont globalement compensées. C'est l'Office fédéral de la statistique qui a dit ça. Alors perso, j'aime beaucoup les communiqués de presse de l'Office fédéral de la statistique. Je comprends pas toujours tout, mais j'aime beaucoup. Et c'est pas fini, la BNS a profité de la plus-value sur ses positions en or pour soigner son bénéfice qui a atteint environ 26 milliards l'année dernière. Les cantons et la Confédération devraient recevoir une distribution de plus ou moins 4 milliards. Et pour clore ce chapitre suisse, le taux de chômage moyen sur l'ensemble de l'exercice a atteint 2,8% contre 2,4% en 2024, selon SECO. Globalement, il faut retenir que le marché de l'emploi helvétique se détériore depuis 2023. Voici donc les premières performances de la semaine. Alors, mis à part le Hang Seng qui termine en baisse de 0,4%, vous noterez que c'est un carton plein, tout le monde est dans le vert. L'argent, bien sûr, en tête de gondole encore une fois, plus 10%, l'or plus 4%, Shanghai plus 3,82%, le Dow 3,7% de hausse, les semi-conducteurs, comme on en a parlé, plus 3,68%, le crude oil, même le pétrole remonte un peu, 3,14%, l'Anzac un peu à la traîne, je vous le disais, parce que les big names ne suivent pas vraiment pour l'instant, plus 1,88%, le SMI réussit quand même à faire plus 1,10% avec un record historique à la clé, et le Bitcoin ne fait rien du tout, c'est toujours un truc qui traîne un petit peu en ce début d'année, on a vu que ça a essayé de partir, mais pour l'instant, quand ça veut pas, ça veut pas. Sur le SMI, vous le verrez après dans les vedettes de la semaine, il n'y a pas eu des kilos et des kilos de nouvelles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'est relativement bien passé. Vous voyez que Novartis plus 4%, Roche plus 3,8%, UBS plus 3,22%, pas de nouvelles dessus, simplement beaucoup d'upgrades dans tous les coins. Il y a pas mal de recommandations qui ont été mises en place en ce début de semaine et pas mal d'analyses qui sont plutôt positives sur les grands noms du SMI. Après, on a eu 2-3 petits problèmes. Des downgrades sur le JTEC qui expliquent sa baisse de 5%. L'histoire de Nestlé dont on va aborder le sujet dans quelques instants.
Les assurances sous pression à cause des intempéries en Europe en ce moment, ils ont peur que ça commence à leur coûter de l'argent. Mais l'un dans l'autre, il n'y avait pas grand-chose à retenir sur l'indice helvétique individuellement parlant. Du point de vue de l'analyse technique, alors tout est cassé à la hausse, il n'y a pas d'autre discussion à avoir. Vous voyez que le SMI, même si on recule très très loin, eh bien on était à 13 421,82, nouveau record historique en fin de semaine sur l'indice suisse. Quel retour depuis avril 2025 où on a pris 3400 points sur le SMI en l'espace de 7-8 mois, c'est juste hallucinant. Et même si on a mis du temps à repartir, eh bien quand même la fin d'année est réellement spectaculaire puisque depuis novembre 2025, on est passé de 12 000 à 13 400. Vous voyez donc très très bon début d'année pour le SMI qui termine au plus haut de tous les temps. Difficile de trouver des résistances pour l'instant. Ce sera plus des moments donnés où on ne peut pas non plus monter jusqu'au ciel, comme tous les arbres. Peut-être qu'on va aller chercher psychologiquement les 14 000, ça reste encore à prouver. Mais si on essaie de tirer des traits, on voit qu'on a une tendance de fond un petit peu qui traîne par là autour sur le SMI qui pourrait potentiellement nous emmener avec une résistance, vous voyez, très très haut au-dessus des 14 000. Enfin, affaire à suivre pour l'instant. Vous voyez que les moyennes mobiles s'écartent. Tout va bien sur la Suisse pour le moment. C'est moins flagrant sur le S&P 500, mais on est quand même au plus haut de tous les temps. Vous voyez qu'on accélère de nouveau, on repart gentiment. Avec les résultats qui vont arriver la semaine prochaine, eh bien, ça risque de nous donner peut-être potentiellement encore une nouvelle accélération. Vous voyez qu'on est en train de casser ce triangle haussier. Donc, on pourrait espérer potentiellement voir peut-être une petite accélération assez logiquement en direction des 7000 dans un premier temps. Le Nasdaq a plus de peine. On avait cette espèce de tendance haussière qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, mais on va la corriger en disant qu'on fait ça pour l'instant. On est en train de tirer dans cette direction. On n'arrive pas encore à accélérer. La grande question à l'intérieur du Nasdaq, c'est bien les big names. Je vous le disais tout à l'heure, les Magnificent Seven n'ont pas eu la meilleure semaine de leur vie. Résultat, difficile de voir le Nasdaq aller chercher plus haut. Mais en revanche, quand on voit le SOX, et on va le voir dans 2 secondes, eh bien, c'est ça qui a tiré quand même l'indice un petit peu sur les technos américaines. Vous voyez le Semiconductor Index. Alors, vous connaissez la vieille histoire. Quand le SOX va au plus haut, tout le reste va aller au plus haut aussi. Donc, il faut s'attendre à voir le Nasdaq repartir au plus haut très, très bientôt. Donc, très, très bon comportement du SOX ces derniers temps, principalement à cause de ces fameuses chips de mémoire qui sont devenus les vedettes de la semaine avec des titres comme Micron, comme SanDisk qui ont littéralement explosé, y compris Samsung du côté de la Corée du Sud. Une inflation en baisse, une consommation qui a l'air de repartir un petit peu en Allemagne et ça suffit pour repartir au plus haut de tous les temps. 25 000 cassés sur le DAX, on est à 25 261 en fin de semaine. Là aussi, vous voyez qu'on est sorti de ce range latéral dans lequel on se traîne depuis le mois de mai. Si on est juste basique, on va se dire qu'on va probablement, en tout cas 1500 points de hausse à faire encore sur le DAX pour aller répercuter cette tendance. Donc pour l'instant, bullish partout. Tout le monde est hyper content sur l'Europe, même si on peut se poser des questions sur la performance globale du continent. Le CAC 40, pareil, après des mois d'hésitation, finalement, on a décidé de passer en dessus. Là aussi, tout accélère. C'est plus un mouvement global à cause des marchés mondiaux. On s'attend de nouveau à des baisses de taux, etc., etc. On a vu les derniers chiffres. On peut se dire que la BCE pourrait même baisser les taux d'intérêt en Europe prochainement et redynamiser encore l'économie. Beaucoup d'anticipation optimiste. Effectivement, une inflation qui va mieux, mais je le répète encore et encore, ça ne veut pas dire qu'on paye moins cher et que forcément le niveau de vie des gens s'est nettement amélioré. Néanmoins, les indices continuent de monter de manière assez conséquente. Donc le CAC, le DAX, le SMI sont au plus haut de tous les temps en cette fin de première semaine 2026. Le pétrole, alors vous voyez avec toutes les histoires du Venezuela, le fait que la Chine reconsomme, les pétroliers qui se font arrêter à travers de l'Atlantique Nord, tout ça stimule un peu le baril. On essaie de casser cette tendance baissière et vous voyez qu'on a essayé de le faire en fin de semaine, mais qu'on revient juste en dessous. Donc le juge de paix, ce sera les 59 $. Si on arrive à s'établir un petit peu au-dessus des 59 $ et démarrer quelque chose d'un peu plus optimiste sur le baril, peut-être que ça devrait avancer, mais on l'a bien compris ces derniers temps, la seule chose que Trump veut, c'est ramener le prix du baril très bas pour ramener le prix du gallon beaucoup plus bas pour faciliter les dépenses du consommateur américain. L'or continue son bonhomme de chemin, on n'est pas encore au plus haut de tous les temps, mais ça ne saurait tarder. Visiblement, on a hésité un moment, mais on est bien reparti en fin de semaine. On voit 4500 sur l'or en ce moment. Prochain objectif, donc aller chercher cette cassure des plus hauts historiques à 4546
pour aller chercher les 4006. Et puis ensuite, la porte est ouverte à toutes les fenêtres. Et puis l'argent qui hésite toujours à haute altitude, mais pour l'instant, il va plutôt pas mal. On n'est pas au plus haut de tous les temps parce qu'on était tapé les 80 $ et des poussières en début de semaine. Mais on finit à 79,90 et ça a l'air plutôt bien établi. Mais vous le voyez, on voit que tout d'un coup, la volatilité est beaucoup plus importante sur l'argent. Alors attention, ça peut aller rapidement dans tous les sens. Et puis celui qui peut plus, qui veut plus, c'est le Bitcoin pour l'instant. Donc on est toujours en consolidation latérale. C'est marrant parce qu'on dit que le Bitcoin est la notion de l'appétit au risque des investisseurs. Et en ce moment, quand vous voyez comment la tech se comporte dans certains secteurs, eh bien c'est assez fou que le Bitcoin n'arrive pas à repartir. Néanmoins, vous voyez que range latéral, on verra si on arrive à accélérer un de ces quatre au-dessus des 95 000. Ça pourrait aussi changer la donne. Et puis, le 10 ans américain, je vous le montre quand même, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, le chart d'un rendement. Mais vous voyez qu'on est à 4,17 grosso modo aujourd'hui. On est allé chercher les 4,20 vendredi dernier. Maintenant, j'aime pas faire de l'analyse technique sur un rendement, mais effectivement, quand je vois ce genre de comportement ici, je me dis que je ne serais pas complètement surpris de voir finalement le 10 ans, le rendement du 10 ans faire un mouvement comme ça et aller par la suite chercher cette tendance baissière qu'on avait ici et s'en aller au-dessus des 4,30. Et si ça commence à accélérer là au-dessus, on risque d'avoir d'autres petits problèmes au niveau des marchés financiers. Mais pour l'instant, c'est juste une consolidation et une impression comme quoi le rendement pourrait aller quand même plus haut du côté du 10 ans américain. Passons maintenant aux vedettes de la semaine. Alors je vous préviens, il n'y a pas grand monde, mais on va quand même aborder deux histoires. La première, c'est Nestlé, puisqu'après le scandale des eaux en bouteille, notre fleuron national a décidé de pimenter ce début d'année avec un nouveau concept, le cocktail céréulide pour les nourrissons. Voici donc le débrief de ce Milkgate qui secoue la bourse depuis le début de l'année. Nestlé a donc retiré de la vente du lait en poudre pour bébé, ce qui était au départ une précaution volontaire en Europe. Allemagne, Italie, Suède, s'est transformé en une espèce de véritable tournée mondiale. Plus de 50 pays sont désormais concernés par le rappel, incluant des poids lourds comme le Brésil ou la Chine. Alors la cause, c'est une substance d'origine bactérienne, la céréulide, qui est issue du Bacillus cereus, pareil en tout cas, qui a été détectée chez un fournisseur. Alors les symptômes que ça peut entraîner, c'est diarrhée et vomissements. Et pour l'instant, Nestlé jure qu'aucun cas de maladie n'a été confirmé. En finance, on peut pardonner beaucoup de choses, mais pas la répétition des erreurs de com. L'ensemble du marché reproche surtout à Nestlé de ne pas avoir été foutu de publier la liste complète des pays concernés dès le premier jour. Et à la place, les intervenants ont passé leur semaine à attendre la seconde chaussure qui tombe. Et ça ne pardonne pas. L'action Nestlé s'est pris une claque de 3,59% sur les 5 derniers jours. Il a terminé la semaine à 75 et des brouettes. Néanmoins, selon les analystes, l'impact financier est quand même négligeable. On parle d'environ 0,5% du chiffre d'affaires mondial. Dans une boîte comme Nestlé, c'est l'équivalent du budget capsule Nespresso pour la totalité du siège de Vevey. Par contre, l'impact réputationnel est catastrophique. On touche directement au bébé, qui est quand même le secteur le plus sensible auquel il ne faut pas toucher pour le moment. Foodwatch tape déjà sur le groupe, accusant Nestlé de lâcher les infos au compte-gouttes. Nestlé a déjà changé de fournisseur et mis en place un outil de vérification des lots en ligne. C'est bien, mais c'est comme pour une mayonnaise qui a mal tourné ou des huîtres pas fraîches. Il va falloir beaucoup d'efforts pour que la confiance reprenne. Le groupe doit arrêter de communiquer comme un vieux modem analogique de 56K s'il veut arrêter de voir son action fondre comme du chocolat au soleil. Vous voyez, le graphe se passe de commentaires. On n'arrive pas à décoller de ce fond de la tasse, là. Cette zone des 72 balles, 73 balles. Vraiment, ici, on n'arrive pas à s'en aller. Chaque fois qu'on tente quelque chose, comme on l'a fait à la fin du mois de novembre, bam, on revient de nouveau à la case départ, comme on l'avait déjà fait ici. On espère que la prochaine sera la bonne, mais on a vraiment l'impression et l'envie de voir Nestlé changer un petit peu sa manière de se comporter via des actionnaires et via des marchés financiers, parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. L'autre histoire de la semaine, c'était Alcon. Ça devait être un joli mariage transatlantique. Alcon avait posé 28 $ par action sur la table pour acheter Star Surgical. Un deal cash, conseil d'administration ravi, communiqué bien peigné, bien soigné. Et sur le papier, tout allait bien. Sauf que la bourse, c'est pas que le papier, c'est aussi les actionnaires. Et eux, très vite, ils ont commencé à froncer les sourcils en tête de la fronde. Broadwood Partners, qui estime que l'opération ne crée pas assez de valeur. Puis arrivent les proxy advisors, dont ISS, qui recommandent de voter contre. Et à partir de là, l'ambiance se dégrade, les assemblées sont reportées et le doute s'installe. Alors, Alcon a tenté le move classique. Ils ont augmenté l'offre à 30,75 $ par action. Facture finale 1,6 milliard. Message implicite, on a fait un effort, maintenant arrêtez vos conneries, vous signez.
Mais non, les actionnaires de Star restent campés sur leur position. Alors avant même le vote final, Star annonce la fin de l'accord, Alcon confirme son retrait en expliquant qu'elle est restée disciplinée sur les prix et sur les risques. Traduction, on préfère partir que surpayer l'histoire. Selon Alcon, la stratégie ne change pas, la chirurgie réfractive reste une priorité, simplement ça ne sera pas avec Star, et au final c'est peut-être la meilleure décision de toute cette histoire. En bourse, savoir renoncer est parfois un plutôt bon investissement. Ça ne se ressent pas de manière flagrante sur le graphique. Vous voyez que Alcon va toujours plutôt pas mal. Il y a eu une petite déception sur l'annonce de la fin du deal, mais la tendance haussière est toujours bien affirmée. Et sur les bas de cette tendance, c'est-à-dire là où on est plus ou moins dans la zone des 76-79 francs suisses, ça paraît être toujours valable pour se positionner, surtout qu'il n'y a rien de mal qui a été annoncé, si ce n'est le fait que le takeover n'a pas fonctionné pour une fois. On passe maintenant au en vrac de la semaine et on commence directement avec Alcon, justement, qui s'est aussi pris les pieds dans le tapis aux États-Unis et qui ont annoncé un rappel massif de kits de chirurgie oculaire. C'est ce qui justifie un peu la baisse de cette fin de semaine. SGS a fait son marché en Inde, rachat de Panacea Infosec. La cybersécurité, c'est le nouveau blindage, mais montant du deal reste secret défense pour l'instant. WiseKey sort l'artillerie lourde en Inde via SealSQ, son nouveau centre tech quantum semi-conducteur. Ils arrosent les startups et c'est l'invasion technologique selon la Suisse. Comet décolle, Fontobel passe à l'achat et tout le monde monte dans la fusée. Avolta boucle ses valises, programme de rachat d'actions terminé. Rideau, il n'y a plus rien à voir. Et SMG Suisse Marketplace Group baisse les bras face aux surveillants des prix. Des rabais sur les tarifs pour calmer l'enquête en cours. La paix des ménages est signée. Lonza signe avec Sidewinder via Synafix, un deal de licence, mais niveau détail, c'est silence radio. On avance à l'aveugle. Sicor se prend un râteau chez les British. L'acquisition de TT Electronics tombe à l'eau. Game over. Tecan fait le grand écart. La demande accélère, mais les recettes font la gueule. Ils gardent le cap pour 2026. On verra si la feuille de route tient la distance. Gurit décroche le jackpot éolien, 250 millions de francs sur 5 ans. Client mystère, mais l'oseille est bien réel. Sunrise sort la hache, 190 jobs à la trappe, direction comprise, le réseau capte, mais les bureaux se vident. Voici donc ce que l'on pouvait dire de la semaine qui vient de s'écouler. Et maintenant, d'après ce qu'on voit sur les écrans, voici donc le menu de la semaine prochaine. D'abord, on va tous se connecter sur le compte Truth Social de Donald Trump, qui est en train de remplacer nos terminaux Bloomberg. Trump sera clairement le sujet de la semaine. Reste à voir de quoi il va parler et quel pays il va envahir. On attendra aussi la décision de la Cour suprême sur la légalité des tarifs douaniers imposés via l'IEEPA. Si Trump gagne, il pourrait taxer tout ce qui bouge sans demander l'avis du Congrès. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. On attendait quelque chose vendredi, mais à l'heure où je vous parle, toujours rien infiltré. Et puis après les chiffres de l'emploi de vendredi, tous les regards vont se tourner vers la Fed. De nouveau, le jeu de la baisse des taux. Le marché est désormais convaincu que l'économie américaine ralentit sérieusement. La question est donc de savoir ce que va faire la Fed à la fin du mois. Steven Miran, l'homme de Trump qui est infiltré à la Fed, insiste pour que la Fed baisse les taux de 1% d'ici la fin de l'année. Pour la semaine qui arrive, on aura l'inflation au menu. On attend les chiffres du CPI et du PPI, chiffres qui devraient baisser, qui doivent baisser, parce que si les prix ne baissent pas alors que l'emploi stagne, on va reparler de stagflation et ça motive rarement les troupes. Et puis la saison des résultats commence, comme d'habitude c'est les banques, JP Morgan, Goldman Sachs qui ouvrent le bal la semaine prochaine. On va voir si leurs profits sont aussi insolents que prévu ou si le ralentissement commence à grignoter leurs marges. Voilà, c'est tout pour ce premier tour de piste de 2026. En résumé, on a délaissé nos terminaux Bloomberg pour rafraîchir le compte Truth Social de Trump en boucle. On a noyé l'économie réelle dans un bar vénézuélien et on finit quand même la semaine sur des records historiques. La semaine prochaine, préparez l'aspirine. On attend donc le verdict de la Cour suprême sur les tarifs douaniers, l'inflation qui joue avec nos nerfs et les banques qui vont nous expliquer comment elles font des profits insolents pendant que le reste du monde stagne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote, de liker la vidéo, de la partager et de revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et de nouvelles aventures. Excellent week-end à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.